c'est merveilleux. On bouge à nouveau, on se rencontre à nouveau, on découvre du pays à nouveau, on se retrouve dans le trafic à nouveau. Attends, quoi? Ne laissez rien vous arrêter. Faites votre retour avec Via Rail. Passer de jeunes sans-abri à jeunes cuisiniers, c'est possible. Aide alimentaire, soutien psychosocial, fonds d'études. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Passer de jeunes sans-abri à jeunes menuisières, c'est possible. Éducation, programme d'employabilité, logement. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leurs projets d'avenir. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu vit peut-être à Paris encore pour quelques mois, mais ça demeure un Québécois dans l'âme parce que ce matin, il veut pas nous parler du rassemblement d'Éric Zemmour qui fait jaser toute la France. Il veut parler d'un sujet très québécois, c'est-à-dire le congrès du PQ. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Bon, écoute, je viens de discuter avec Denise Bombardier, qui, elle, dit le PQ, ça va nulle part, c'est mort, ça va direct dans le mur, c'est une longue agonie. Qu'est-ce que tu en penses? Denise me pardonnera d'être en désaccord assez profond avec elle. C'est-à-dire que le Parti québécois a une mission à l'horizon des prochaines élections, c'est de s'imposer comme un parti capable de poser la question identitaire dans l'espace public et la question de la souveraineté. Il n'y a pas pour vocation de remplacer la CAQ comme parti de gouvernement la prochaine fois. C'est évident que le PQ ne sera pas élu comme gouvernement. Mais si le Parti québécois est capable de rejoindre les nationalistes qui étaient traditionnellement péquistes, mais qui sont passés à la CAQ parce qu'ils se disaient que le PQ allait nulle part, mais qui aujourd'hui constatent que le bilan nationaliste de la CAQ est assez maigre. C'est fondamentalement, qu'est-ce que c'est le bilan nationaliste de la CAQ? C'est la loi 21, OK. Le refus de céder sur le racisme systémique, très bien. Et puis l'abolition de CR. Mais c'est assez peu, finalement, comme bilan. Donc là, si le PQ est capable de rejoindre les électeurs nationalistes qui sont passés à la CAQ et qui pourraient revenir chez lui, de conserver sa base de députés, d'en ajouter quelques-uns, notamment celui du chef, évidemment, c'est pas un détail à travers tout ça, eh bien, le Parti québécois va jouer un rôle essentiel, c'est de rappeler à la CAQ que sur la question du nationalisme, si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas à la hauteur, elle est concurrencée par un parti qui, lui, parle de manière décomplexée de l'identité, de la langue française, du sujet français, de la question de l'immigration, qui ose aller plus loin que la CAQ qui, en ces matières, est de plus en plus paralysée par son aile fédéraliste. Et de ce point de vue, le congrès du PQ, où il y avait une base militante qui était là, assez enthousiaste, c'était pas un détail, qui était très active, j'ai l'impression que c'est un congrès assez réussi, bien franchement. Je ne partage pas, appelons ça, la sévérité de notre ami Denise. La mission de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de maintenir le parti en vie, de s'assurer qu'il ne meurt pas. C'est assurer que le PQ ne disparaisse pas. Donc, pour ça, il a besoin de conserver ses sièges globalement dans le bas du fleuve, puis ses quelques vedettes, donc Sylvain Gaudreault, Véronique Yvon, il peut en perdre un dans tout ça, puis il doit conserver l'essentiel, donc Bérubé, et ainsi de suite. Ensuite, il doit donc assurer une base de députation, essayer d'en gagner quelques-uns, dont le sien. Puis à partir de là, eh bien, ça fait que quand la question nationale va revenir dans les prochaines années, quand la crise va partir autour de la loi 21, parce que ça va arriver, là, c'est inscrit dans la nature du régime, eh bien, qu'est-ce qu'on voit à ce moment? Eh bien, il va falloir un parti qui soit capable de porter clairement la question de l'indépendance dans le débat public pour rappeler que, qu'est-ce qu'on fait une fois que le Canada nous a dit non sur la loi 21? Imagine le débat linguistique cet automne s'il n'y avait pas eu le PQ pour dire que, avec le Royal Victoria, la CAQ faisait un scandale. Avec la nouvelle pseudo-loi 101, la CAQ n'allait pas du tout assez loin. Donc, il faut un parti pour être capable de rappeler, je dirais, à l'ordre un parti, la CAQ, qui a tendance à s'endormir assez, je dirais, exagérément, puis est paralysé par son aile venue du Parti libéral. Donc ça, pour moi, là-dessus, si c'est qu'on pense ces choses comme ça, là, on prétend pas que le PQ aux prochaines élections va remporter les élections, mais si on a défini ça de manière raisonnable comme objectif,
c'est franchement, c'est pas sans intérêt. Comme c'est sur le fond des choses. Est-ce que le Québec peut se passer d'un parti qui porte de manière active l'idée d'indépendance dans l'espace public? Est-ce qu'on peut véritablement considérer que c'est une fois pour toutes tourné comme idée, puis on laisse ça véritablement dans l'histoire ancienne? Je ne crois pas. Puis de ce point de vue, je le redis, ce congrès, il y avait quelques éléments agaçants. Moi, les affaires d'hymne national, puis d'équipes sportives québécoises, tout ça, pour moi, ça, c'est du folklore souverainiste. On aura des équipes sportives quand on sera un pays indépendant, tout ça. Mais au-delà des éléments du folklore souverainiste qui revient en boucle pour qui connaissent ce parti-là, sur le fond des choses, je trouve que c'est une opération réussie. Et oui, et la fameuse discussion sur est-ce qu'on va avoir une armée une fois qu'on sera un pays, ça c'est vraiment s'enfarger dans les fleurs du tapis. Oui, c'est une manière de dire qu'on prend la question au sérieux. Pour ça, c'est que tous les familiers avec les débats du Parti québécois connaissent ça depuis toujours. Mais moi, ce que je retiens surtout, parce qu'à un moment donné, il faut voir où est l'accent, c'est pas l'armée québécoise ou je sais pas quoi, c'est un discours clairement anti-multiculturaliste. Le terme est utilisé, c'est important. Une critique de tout ce qui relève de la cancel culture. Donc, tout cette espèce de créneau-là qui n'est pas assez occupé au Québec, ou à tout le monde qui est occupé seulement rhétoriquement, mais pas politiquement, il fallait qu'il l'occupe. C'est pas gagné d'avance en connaissant les courants qui traversent ce parti. Et le PSPP était capable d'imposer cette ligne-là. C'est pas un détail. Garder l'option souverainiste en vie est une chose. La présenter comme le médicament miracle qui va régler tous les problèmes du Québec, je pense que les gens disent hey, wow, là, capitaine, le pouce mais pouce égal. De dire que l'indépendance réglerait les problèmes de criminalité à Montréal. Mais il n'a pas dit ça. Ça, je trouve que c'est injuste parce que j'ai vu passer cette nouvelle-là. Le PQ n'a pas dit l'indépendance va régler les problèmes de criminalité. Il est pas fou. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en ce moment, quand on veut agir sur la question des armes à feu, on se dit on fait rien parce que c'est Ottawa qui contrôle le dossier. Bon, c'est tout ce qu'il dit, c'est-à-dire que sur une question qui n'est pas sans importance, pour l'instant, le gouvernement du Québec peut bien protester comme il veut. Il ne peut rien faire parce que ça appartient à Ottawa. Ça, c'est factuel. Mais j'ai suivi le dossier, le congrès avec intérêt. Comme tu dis, j'ai beau être à quelques milliers de kilomètres. Notre vie politique nationale me passionne. Et il n'a jamais dit que l'indépendance allait régler la question de la criminalité à Montréal. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas comment on a pu comprendre ça. Son propos, c'est de dire c'est pas normal que pour une décision importante comme celle-là, on soit pas capable de décider par nous-mêmes. Ou comme avec Roxham aussi, qui me semble pas exagéré. François Legault, on s'en est souvent parlé, toi et moi, il accompagne le peuple québécois. Hein. Il est en osmose avec lui, il l'accompagne, il n'ira jamais plus loin que ce qu'il sent que les Québécois sont prêts à faire. Et toi, tu dis au contraire, il devrait profiter de sa popularité pour amener les Québécois à aller plus loin. Et c'est là... Tu résumes très bien les choses. Mais je te dirais que moi, François Legault, dans tout ça, c'est qu'il doit savoir c'est quoi son rôle dans l'histoire, sa place dans l'histoire. Il doit se poser la question maintenant, est-ce que dans un des derniers moments où le nationalisme francophone québécois va s'être canalisé très clairement autour d'un parti capable de faire des grandes réformes, des grandes décisions politiques, il sera contenté simplement d'un nationalisme rhétorique, pendant que fondamentalement on est en train de perdre la maîtrise démographique de notre avenir, de voir le français s'effondrer à Montréal? Est-ce que finalement c'est une espèce de discours compensatoire? C'est comme un mourir dans la dignité collective. Est-ce que c'est vraiment ce que veut laisser comme héritage François Legault? Je ne le crois pas. Mais c'est bien qu'il y ait une pression sur lui pour l'empêcher de devenir Jean-Jacques Bertrand puis de pousser le plus possible Daniel Johnson père. Mais écoute, il sent ce qui se passe au Québec là, au lendemain du grand scandale de Michael Rousseau, là, qui a dit on n'a pas besoin de parler français pour gravir les échelons sociaux et se retrouver tout en haut. Il y a aucun artiste qui dit quoi que ce soit. C'était le gala de la disque après. Dans les années 70, jamais les artistes seraient restés silencieux. Et là, les artistes ont rien fait, n'ont pas réagi. C'est très symptomatique, là. Ce n'est plus dans l'air, là. Mais moi, tu m'avais dit ça pour ça, j'ai réfléchi à ton argument. Je le poserai autrement. Les artistes sont pas naturellement nationalistes. Les artistes sont naturellement à la mode du progressisme. Dans les années 70, il y a eu une convergence entre nationalisme et progressisme au Québec. Déjà dans les années 90, au moment du référendum, c'est assez particulier, moi je relisais là-dessus récemment, on disait que les artistes étaient détachés du projet de souveraineté, ils étaient passionnés par la planète. C'était déjà ça. Donc aujourd'hui, moi je ne demande pas aux artistes, fondamentalement, je leur demande pas d'être plus éclairés politiquement que le reste de la population. D'ailleurs, globalement, ils ont tendance à céder à toutes les modes de manière un peu gênante. Mais les Québécois, je dirais globalement, la majorité de sens commun, elle
On n'est pas un peuple excité, hein. On n'est pas un peuple fondamentalement excité. Mais on est un peuple qui est capable, c'est lorsque ça va trop loin. Et je crois que François Legault est en connexion avec ce sentiment-là chez les Québécois. Donc, je me dis, personne ne s'attend à ce qu'il fasse un révolutionnaire de lui. C'est pas dans sa nature. Mais s'il prend conscience, je crois qu'il en prend conscience, de l'impasse politique et démographique dans laquelle on se trouve, est-ce qu'il va vraiment se dire en dernière instance que je laisse aux Québécois, c'est une impasse? Donc là, c'est pour ça que je dis, ça ramène la question de l'offre indépendantiste. Pour qu'il y ait, Legault se dise, il y a une pression, c'est important. Tu sais, si lui-même se dit, j'ai une aile nationaliste dans mon parti qui est de moins en moins satisfaite, on l'a vu avec la question du cégep français, il y a le Parti québécois qui, il a pas fait de mauvaise performance, franchement, il a gagné 4-5 points, il a gagné 3-4 députés, il est pas mort, le mot t'a dit, il bouge encore. On pensait qu'il était terminé, puis il bouge encore. C'est tous ces éléments-là peuvent l'aiguillonner de pousser un peu vers autre chose que la gestion tranquille de notre décadence collective. En terminant, Mathieu, tu parles souvent des gens qui vivent dans le déni de la réalité. Hein. On dit que c'est pas vrai que le sexe existe alors que réellement il existe. Les sexes existent. Bon, on vit dans le déni de la réalité. Mais est-ce que tu vis, toi, dans le déni de d'une certaine réalité? C'est-à-dire que la souveraineté n'a pas le vent dans les voiles chez les jeunes, entre autres. Il faut le voir à un moment donné. Il faut avoir... La réalité, t'as pas à me convaincre de ça. J'en suis convaincu qu'elle n'a pas le vent dans les voiles. Je veux dire, t'as bien noté que j'ai pas dit que l'objectif du PQ, c'est de faire l'indépendance en 4 ans. Hein. J'ai dit que l'objectif, c'est de pas mourir. Si tu considères que c'est particulièrement enthousiasmant comme objectif, donc je vois les choses telles qu'elles sont. Mais je dis que juste l'idée risque de revenir quand il y aura crise constitutionnelle. Ça, c'est tout ce que je dis. Puis quand il y aura prise de conscience à cause de la crise constitutionnelle puis l'effondrement linguistique à Montréal. Quand on va penser ces deux éléments ensemble, ça peut revenir, je pense même que ça va revenir, mais en ce moment, je me compte pas d'histoire. Si on faisait un référendum sur l'indépendance du Québec en ce moment, sans le préparer un peu, ce serait une catastrophe. L'idée, c'est de faire en sorte que ça en soit pas une. Mais je me compte pas d'histoire sur la situation présente. Je veux simplement dire qu'à moins de consentir au désespoir, faut voir quel scénario on peut mettre en place pour permettre à l'idée nationale de revenir pleinement. Ça, je pense pas que ça se fait d'un coup. Je pense qu'on peut l'espérer sur un horizon raisonnable. Donc, M. Legault, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Merci beaucoup, Mathieu. On le dire à la manière de Danton. Et un petit coup de main pour de PSTP qui est capable de le pousser plus loin, ce serait pas mal. Salut, à demain. À jeune cuisinier, c'est possible. Aide alimentaire, soutien psychosocial, fonds d'études. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Passer de jeunes sans-abri à jeunes menuisières, c'est possible. Éducation, programme d'employabilité, logement. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leurs projets d'avenir. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. On le sait tous, la vie est folle, mais j'ai trouvé un truc pour m'évader et relaxer. J'écoute des livres audio sur Audible, ce qui me permet de découvrir des auteurs québécois, canadiens, mais aussi une multitude d'histoires passionnantes à travers les milliers de titres qui sont disponibles sur Audible, et tout ça lorsque je fais de l'exercice ou même en travaillant. En étant membre d'Audible, j'obtiens des crédits chaque mois pour acheter n'importe quel titre. Ça comprend des best-sellers, des exclusivités et des nouveautés. Découvrez les joies de l'écoute en téléchargeant audible.ca et obtenez vos 30 premiers jours gratuits avec l'abonnement. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, il n'y en aura pas de facile pour Éric Zemmour parce qu'il va avoir vraiment les antifas collés au cul. Excuse-moi l'expression. Ouais. En fait, ça fait quelques semaines déjà que ça dure. Et ça s'est intensifié récemment. C'est-à-dire, on le sait, Zemmour a fait, qui est le candidat qui pour plusieurs chamboule tout, hein, qu'on soit d'accord avec lui, est assez secondaire ici. Donc, il est apparu dans le paysage politique clairement depuis quelques mois. Il a imposé ses thèmes dans la campagne présidentielle française. Dimanche, il a fait son premier grand rassemblement. Et ce qu'on voit, c'est que les groupuscules d'extrême gauche, l'extrême gauche violente, la Antifa, donc ils prétendent être antifascistes, mais dans les faits, pour eux, je dirais, le fascisme commence à la droite du centre-gauche. Ils font de harcèlement systématique de ces meetings, de ces événements, de ces rencontres, des différents lieux, et notamment celui de dimanche dernier, avec l'intention explicite, c'était le slogan « Faire taire Zemmour ». « Faire taire Zemmour ». Et ensuite, on a vu, quand les services de sécurité ont arrêté certains d'entre eux qui voulaient pénétrer sur les lieux,
Et il y a eu, ils ont trouvé des cocktails Molotov, des barres de fer, différents types d'armes comme ça. Alors, quand on parle, puisqu'on a beaucoup parlé des violences au meeting de Zemmour depuis dimanche, et ce qu'on a oublié de dire, c'est que si effectivement, c'est absolument condamnable, il y a quelques dizaines de types de la vraie extrême droite, là, la plus violente, la plus bête, qui s'étaient infiltrés dans le meeting, sur le fond des choses, la violence qui domine véritablement dans la campagne française pour l'instant, c'est cette extrême-gauche violente, cette extrême-gauche antifa, cette extrême-gauche encagoulée, cette extrême-gauche qui veut empêcher un candidat et même d'autres de faire campagne. Et ce qui me fascine, c'est l'espèce de complaisance médiatique et politique à l'endroit de cette extrême-gauche. Alors, si tout le monde dénonce avec raison, évidemment, la violence de l'extrême-droite quand on la voit, il y a une forme d'étonnant silence quand on parle de la violence de l'extrême-gauche. Et il faut poser la question directement aux politiques. Je suis dans la position de leur poser parce que je suis dans une équipe d'intervieweurs là-dessus, le dimanche puis d'autres jours. Il faut leur poser la question pour leur demander, quand ils disent on condamne la violence, ils condamnent toujours la violence dite de l'extrême droite, mais la violence de l'extrême gauche, il faut toujours les pousser pour savoir s'ils vont la condamner aussi. On a vu que Zemmour a été attaqué dans son événement, on ne sait pas exactement le détail de l'histoire jusqu'à présent, et bien ça, plus ou moins d'indignation. Donc moi, ce qui me fascine en ce moment, quand je regarde cette campagne, j'ai l'impression, honnêtement, c'est comme si finalement c'est un rassemblement du Parti québécois qui était couvert par la Gazette, c'est-à-dire le grand écart entre ce qui se passe et la manière dont on raconte. La violence de l'extrême gauche est neutralisée, laissée de côté, comme si elle ne comptait pas. Puis en dernière instance, du rassemblement de dimanche qui a eu lieu, où Zemmour a fait son premier discours de campagne, plus d'1 heure de discours, et ainsi de suite, devant 15 000 personnes, un discours assez fort, qu'on soit d'accord ou non, on n'est pas là. On disait que ce n'était pas un homme doué pour le discours, pour les conférences, qui n'était pas doué pour faire des discours politiques. Manifestement, il a réussi son premier vrai discours, mais de tout cela, on tend à parler bien peu, parce que on ne parle finalement que des violences qui ont été intégrées dans le meeting. Je donne un dernier élément qui compte là-dedans. Il y a aussi eu des militants d'un groupe de gauche assez radical qui prétendaient lutter contre le racisme, qui sont arrivés. Et là, il y a effectivement, c'est là que des gens d'extrême droite leur ont tapé dessus. Mais on a retenu que ça. Alors, c'était absolument condamnable, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans le portrait d'ensemble, ce qui était l'événement central, c'est un événement démocratique dans une campagne, un courant de pensée qui s'exprime, un courant politique qui transforme, un candidat qui s'exprime. Tout ça est marginalisé et on oublie l'élément central, c'est la violence de l'extrême gauche qui cherche à polluer une campagne. Ça me fascine la manière dont on parle de cette campagne jusqu'à présent. Ce que ces gens-là vont te répondre, et tu le sais fort bien, c'est que Zemmour est violent aussi, mais c'est une violence verbale. C'est ça qu'ils vont dire, qui justifie notre violence à nous. Alors moi, ce que je sais, c'est que dans cette journée-là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui faisait aussi un rassemblement de campagne et qui a qualifié Zemmour d'ennemi du genre humain. Alors moi, la violence en question, premièrement, moi franchement, entre un mot et un coup de poing, je sais identifier la violence. C'est le coup de poing. Et prendre prétexte des discours de Zemmour qui peuvent être très musclés, peuvent aller trop loin, on peut être en désaccord avec absolument tout, c'est pas la question. Mais prendre prétexte de ça pour justifier un harcèlement antidémocratique, un harcèlement de ministres d'extrême gauche, moi j'essaie de me dire, là, j'essaie de voir autrement dit, l'agressé devient l'agresseur à cause de ses paroles. Donc en gros, s'il mange des coups sur la gueule, si on l'attaque, si on cherche à perturber ses meetings, c'est de sa faute. Moi, je m'excuse, mais dans une vie politique démocratique, eh bien, la gauche, la droite, le centre ont le droit d'organiser leurs événements sans qu'on cherche à les troubler. Le gauche, la droite, le centre ont le droit d'avoir d'exprimer leurs idées, et puis on ne combat pas avec soit des barres de fer, on combat pas avec des cocktails Molotov, avec des pots d'acide, des flacons d'acide, on ne combat pas comme ça les idées. C'est fondamentalement. Imaginons, puis en plus, moi, c'est le 2 poids de mesure qui me fascine là-dedans. Imaginons que des militants de l'équivalent à droite de SOS raciste, donc des gens des mouvements identitaires, s'il s'était présenté au rassemblement de Jean-Luc Mélenchon et avait cherché à troubler les événements en disant Zemmour. Eh bien, Mélenchon, plutôt, on aurait dit, mais c'est une provocation d'extrême droite, puis on aurait presque excusé les services de sécurité qui les auraient expulsés. Mais là, puisque la provocation venait de la gauche dure, eh bien, on l'a relativisé, on a dit que ça compte pas, et ainsi de suite. Et là, moi, je me dis, l'instant, ça ne tient pas la route, là. Ça ne tient pas la route. Il y a des principes de base à rappeler. La violence est toujours condamnable sans la moindre nuance. Hélas,
Le 2 poids 2 mesures fait en sorte que plusieurs sont incapables de condamner la violence de quel que soit le bord dont elle s'exprime. Puis à terme, c'est la vie démocratique qui est pervertie à travers tout ça. Mais en démocratie, c'est quand même des projets conflictuels qui s'affrontent par le langage, par les idées, par les tribunes, pas des gens qui se tapent sur la gueule. Mais la tactique des Antifas va peut-être fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient peut-être tentés de voter Zemmour parce qu'ils sont d'accord avec ses idées et qui vont dire « Ah, ça serait trop de trouble, vraiment, s'il devient président, il va avoir des émeutes et ça va être violent. Non, je voterai pas pour lui. » Oui, mais en fait, c'est surtout, ça fonctionne sur 2 registres, au-delà même du vote. Quand on fréquente un peu cette ville, il y a quelques semaines, c'est fascinant, des gens, disons, associés à la droite classique disaient c'est intéressant, on va voir ce qui se passe, voyons cette campagne. Là, il y a une campagne de diabolisation assez fascinante à l'endroit de Zemmour. On le présente comme un fasciste, l'extrême droite, un raciste, un pétainiste, en fait, toutes les insultes disponibles, on l'a même traité de négationniste, qui est quand même assez fou. Donc, on a fait tout ça. Donc, l'effet de la diabolisation, c'est que le coût social, le prix social à payer pour marquer une adhésion même minimale à certains de ces constats ou de ces propositions, c'est trop élevé. Ce qu'on risque alors, c'est le bannissement social, le bannissement professionnel, le bannissement médiatique. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, ça crée une aura d'infréquentabilité. Ça transforme un candidat, comme je dis, tout à fait critiquable, la question n'est pas là pour moi, mais ça transforme un candidat critiquable en infréquentable absolu qu'il n'est plus possible d'intégrer dans le périmètre de la délibération démocratique. Et à travers cela, il y a une forme de bombardement médiatique et symbolique contre tous les thèmes qui sont les siens, les électeurs qui s'y reconnaissent, les fragments de la population qui y adhèrent. Donc, on en vient à troubler le jeu démocratique à travers tout ça. Donc oui, la diabolisation fonctionne, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, je le vois à l'international, l'image qui en est faite, finalement, c'est que globalement, c'est rendu le candidat violent. Et là, on se dit, mais un instant, c'est lui qui se fait agresser, c'est son meeting qui se fait agresser, et finalement, c'est lui le candidat violent. Il y a une forme d'inversion de la responsabilité. Et là, je le redis, ce n'est pas pour relativiser le fait qu'il y avait une dizaine, effectivement, de nervis d'extrême droite, de la vraie, qui étaient là. Il y a un instant, c'était 10, 15 personnes, 20 personnes à la rigueur sur 15 000. Mais on va oublier le discours, la mobilisation, les dernières semaines et tout ça pour mettre l'accent là-dessus. On appelait ça une forme de production médiatique de fake news par sélection des faits et oblitération d'autres. Alors, une fois que tout ça est dit, moi, je pense que dans la politique française, en ce moment, il y a plusieurs candidats. Il y a Zemmour, il y a Marine Le Pen, il y a Valérie Pécresse qui vient d'être choisie comme candidat de la droite des Républicains, il y a Macron, il y a Hidalgo, il y a Mélenchon, il y a Jadot, il y a plein de choix. Mais pour que le choix soit pensable, il faut éviter de penser de l'un d'entre eux sur la catégorie du monstre, et c'est ce qui nous échappe en ce moment. Écoute, la droite traditionnelle, tu l'as dit, un nouveau chef, c'est Valérie Pécresse, c'est son nouveau chef. Est-ce que ça se peut que, finalement, Zemmour aide beaucoup sa campagne? C'est-à-dire que Zemmour va se permettre de dire des choses qu'elle ne peut pas dire parce qu'elle est beaucoup plus centriste, par exemple. Et là, il y a des gens qui vont dire, je suis d'accord avec ce que Zemmour dit, mais je le trouve trop radical, donc je vais voter pour Mme Pécresse. Est-ce qu'il est en train de faire campagne involontairement pour elle? En fait, l'effet est double. C'est-à-dire que Zemmour a imposé des thèmes dans la campagne en ce moment. Donc, la question de l'identité, la survie du peuple français, l'insécurité, l'immigration. Bon. Celle qui profite pour l'instant, tout le moins selon certains analystes, ça reste à voir, c'est surtout Marine Le Pen, qui d'un coup, c'est assez drôle, une bonne partie des médias se sont entichés d'elle, comme si elle était soudainement respectable par effet de contraste avec Zemmour l'infréquentable. Donc on voit des médias de gauche qui finalement célèbrent la modération de Marine Le Pen comparée à Zemmour. Donc on se dit, bon d'accord, ça c'est... Ils sont en train de s'emmêler dans leur pinceau. Pour Madame Pécresse, qui est une femme de qualité, qui a réussi à... C'était pas elle la favorite de la cour chez les Républicains. Elle a réussi à s'imposer. Eh bien, donc Zemmour aura mis des thèmes dans la campagne dont elle s'est emparée aussi. Mais le problème de Mme Pécresse, c'est qu'elle est plus ou moins à l'aise avec ces thèmes-là. Donc, puis c'est le problème des Républicains en ce moment. C'est que la politique française en ce moment se départage en 3 grands pôles. Il y a le pôle de gauche, on pourrait dire autour de Mélenchon et Jadot, donc écolo, décolonial, multiculturel, et ça. Il y a le pôle centriste, macroniste, mais qui est aussi un peu le parti de l'ordre avec la bourgeoisie, c'est Macron. Et il y a le pôle national, donc soit national conservateur avec Zemmour, national populiste avec Marine Le Pen. Et à travers tout ça, il y a la droite classique
qui, elle, est un peu écartelée entre une partie de la bourgeoisie ou des cadres qui veulent aller qui spontanément iraient vers Macron, puis une partie de la base qui est plus tentée vers les idées zémouriennes. Donc, comment réussir à tenir ça ensemble? La situation de la droite classique est assez compliquée en ce moment. On le voit d'ailleurs avec celui qui a fait le deuxième tour avec Mme Pécresse, c'est Éric Ciotti, qui lui a dit dans un deuxième tour Zemmour-Macron, je vote Zemmour. Et Mme Pécresse dit dans un deuxième tour Zemmour-Macron, il n'y a pas d'ambiguïté pour elle. Elle est plus Macron-compatible que Zemmour-compatible. Donc, comment tenir ça ensemble? C'est la difficulté de la droite classique. C'est une analyse extrêmement intéressante. Mathieu, tu devrais être commentateur à la télévision française. C'est ça que tu devrais avoir. J'y pense. Ça impliquerait que je m'installe là-bas. C'est compliqué. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bye. Un jeune cuisinier, c'est possible. Aide alimentaire, soutien psychosocial, fonds d'études. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Passer de jeunes sans-abri à jeunes menuisières, c'est possible. Éducation, programme d'employabilité, logement. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leurs projets d'avenir. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Pour les fêtes, abonnez-vous à Helix Télé et Internet à partir de 74 $ par mois et obtenez en cadeau 6 mois d'abonnement à Vrai et Club Illico. Un autre avantage Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, il faut le dire, le chef de l'opposition à Québec, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. C'est lui. À tout le moins, c'est lui qui semble le suggérer, c'est François Legault. C'est-à-dire, il y a une forme de duo, hein, comme on pourrait dire, ces deux-là se sont choisis. C'est-à-dire, François Legault a désigné au grand nombre, au public québécois, Gabriel Nadeau-Dubois comme son adversaire principal. Il l'interpelle ainsi en chambre. Et de l'autre côté, Gabriel Nadeau-Dubois, trop heureux d'avoir cette promotion, eh bien, accepte le rôle. Et les deux théâtralisent leur affrontement comme s'il s'agissait d'un duo et d'un duel d'ailleurs entre deux camps irréconciliables qui devaient se partager politiquement le Québec. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'un côté de Legault, ça on l'a vu avec l'affrontement à la Chambre, je crois hier ou avant-hier, François Legault, on pourrait dire Gabriel Nadeau-Dubois, dans tout ça, prend la pose d'une forme de gauche populiste qui est, c'est le style qu'il se donne, et François Legault le corrige à la manière d'un professeur et d'un bon papa, en prenant la pose du père qui dit un instant, corrige ton langage si tu veux sortir en public. Bon. Donc là, on a une espèce de théâtre qui nous est proposé ici. Et qu'est-ce qui est le calcul politique derrière cette espèce d'histoire d'amour entre les deux? C'est que se choisissant son adversaire, Gabriel Nadeau-Dubois, eh bien, il écarte surtout l'adversaire principal qui pourrait prendre des voix à la Coalition Avenir Québec sur son plan nationaliste, le Parti québécois, qui, quoi qu'on en dise, n'est pas encore mort, et qui, sachant, François Legault comprend que la base QS, c'est pas une base qui est naturellement portée vers lui. Mais François Legault comprend que le Parti québécois, c'est capable, s'il convainc une partie significative des nationalistes qui se dit, on va aller voter pour la CAQ pour tasser les libéraux. Mais là, le bilan de la CAQ est pas impressionnant, on pourrait revenir vers le PQ. Eh bien, l'idée, c'est que plus on écarte le Parti québécois du paysage, et plus on a cette espèce de duo, ce duel, qui est à l'avantage des deux, parce que ça écarte finalement un parti concurrent qui pourrait nuire et à la fois à la CAQ et à QS. Mais Mathieu, ça écarte surtout. Ça écarte surtout le Parti libéral, parce que là, il y a Dominique Anglade qui semble dire, c'est moi la chef de l'opposition, là, oui. Je veux ma place, là. Oui et non, ça écarte le Parti libéral, parce que le Parti libéral est déjà écarté. C'est-à-dire, le Parti libéral est à 9% chez les francophones. Il faut comprendre que le Parti libéral, c'est comme le Parti égalité, aujourd'hui. C'est un parti qui est enfoncé dans le Québec anglophone, chez les nouveaux arrivants ou les immigrants qui sont anglicisés, et dans la toute petite partie d'ultra-fédéralistes chez les francophones. Mais, fondamentalement, le PLQ, sa capacité de croissance en même temps, pour l'instant, tant qu'il ne sera pas réconcilié, au moins partiellement, avec les enjeux identitaires dont on parle aujourd'hui, il ne reconnectera pas avec le Québec francophone. Donc, et on voit pas comment Mme Anglade, qui par ailleurs a utilisé un ton à propos de la question des CHSLD en début de pandémie qui était
qui était, à mon avis, non seulement déplacée, mais insensée. Quand elle dit que le gouvernement Legault a envoyé les aînés à l'abattoir, je trouve que c'est d'une violence verbale insensée, inouïe et inutile. Moi, je répète toujours là-dessus que les premiers mois, là, personne n'aurait imaginé qu'on serait frappé ainsi dans cette ampleur-là. Qui pouvait imaginer que la planète serait ainsi bouleversée par ce virus? Donc, les gouvernements ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des critiques à se faire, mais cette manie de dire l'abattoir, c'est quoi la prochaine étape? On va dire que c'est une boucherie. C'est quoi il doit y avoir une prochaine étape dans cette de radicalisation-là? Donc, le PLQ, pour l'instant, s'agite, fait des sparages, fait des simagrées, mais la condition de contact avec les francophones, c'est-à-dire un discours identitaire minimalement structuré, n'est pas là. Dès lors, l'objectif, on peut le comprendre, c'est pour l'instant, tout le moins, d'écarter celui qui pourrait regruger des votes franco à la CAQ, et c'est de ce point de vue que c'est une scénarisation qui nous est proposée. À nous de voir si on y croit ou non. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te répondraient en disant la CAQ a beaucoup plus peur du Parti libéral que du PQ, parce que la CAQ veut se présenter comme le parti de l'économie, et habituellement, traditionnellement, le Parti de l'économie, c'est le Parti libéral. Oui, mais alors, c'est pour ça que là-dessus, il faut avoir une vision plus décortiquée de l'électorat. C'est-à-dire, pour l'instant, les ministres économiques de la CAQ sont là. Les ministres économiques sont bien installés et ils représentent l'aile presque dominante du parti à bien des égards. Donc, le PLQ comprend par ailleurs que sur ce créneau-là, pour l'instant, le PLQ demeure le parti du grand capital, des grands patrons et tout ça, mais le créneau parti de l'économie, la CAQ là pour la prochaine élection. Donc là, la question qui peut se voir, c'est si on décrypte l'électorat, je dirais, avec une certaine avec une forme au scalpel, on va voir quelles sont les catégories de l'électorat qui peuvent bouger. Quand on regarde dans les sondages, en ce moment, ceux qui pourraient revenir vers leur parti d'origine, ou à tout le moins, qui peuvent bouger, c'est les gens qui considèrent que le PQ, c'est une option. Alors, on s'entend, personne s'imagine que le PQ va prendre le pouvoir aux prochaines élections. Ça, c'est évident que ça n'arrivera pas. Mais pour bien les électeurs qui sont, puis vraiment, c'est une frontière politique intéressante, hein, c'est-à-dire entre le PQ et la CAQ, cette nuance de bleu-là. Traditionnellement, les circonscriptions qui ont donné la majorité à la CAQ, c'est des circonscriptions qui étaient historiquement péquistes. On peut parler des 4-5-0, on peut parler un peu partout dans les régions au Québec. C'est des circonscriptions où il y avait le vote fondamentalement nationaliste. Et on s'entend, quand je dis nationaliste, je dis pas indépendantiste ultra. C'est-à-dire c'est nationaliste, donc pendant un temps, c'était souverainiste parce que être nationaliste, c'est être souverainiste. Aujourd'hui, on est moins là-dedans, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais c'est un électorat qui est plus volatile, disons ça comme ça, qui se pose des questions au moment de faire son choix, qui est moins dans la fidélité partisane obligatoire. Et c'est pour ça que là-dessus, il faut voir quelles sont les catégories de l'électorat qui peuvent bouger. Pour l'instant, le PLQ, quelle catégorie d'électorat vise-t-il? On le voit, il vise l'électorat QS. Le PLQ vise l'électorat Québec solidaire chez les francophones. Donc, manifestement, il ne vise pas l'électorat caquiste. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder vraiment quel est le calcul de chacun pour comprendre le théâtre politique qui nous est proposé. Et donc, personne n'imagine que l'électorat va basculer d'un bloc. Tout ce qu'on se dit, c'est que manifestement, les partis qui peuvent bouger, comment être capable de les interpeller? Et c'est à ce moment-là, justement, que la volonté d'écarter un acteur, c'est une manière de dire, au moins, il ne sera pas là pour se faire voir auprès de ses électeurs qui, sinon, pourraient nous quitter. Tout à fait, non. C'est très intéressant comme éclairage. Il faut dire aussi que d'un point de vue tout à fait superficiel, le combat de coq entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois est assez divertissant. Mais ça, d'un point de vue tout à fait superficiel. C'est amusant quand même. Surtout les hommes GND qui s'en va parler. Mon hot dog, c'est quoi la prochaine étape, là? Il dit, moi, ce que j'aime, c'est ben la relish, ben la moutarde. Même, mettez-moi des pickles. Des pickles? Ouais, mettez-moi des pickles. Bon, tu sais, on est à la veille d'une description comme ça. Puis il va nous parler de ses souvenirs d'Andrés Galarraga puis de Delano de Shields. Donc, là, il y a quelque chose là-dedans. Donc, GND, cet étudiant en sociologie qui se distinguait par sa maîtrise de la langue, qui se distinguait par son esprit, parce que c'est un gars intelligent, GND. On peut être en désaccord profond avec lui, et c'est un garçon intelligent, qui a un véritable oratoire, puis qui incarnait justement ce Québec issu de la Révolution tranquille, qui a plus le parler massacré de certains de nos ancêtres qui étaient véritablement colonisés jusqu'au trognon dans leur langue. Donc là, quand il décide de faire ça, c'est comme s'il joue à Michel Chartrand. Oui. Et Michel Chartrand, faut comprendre que c'est un personnage qui était tout entier dans l'authenticité.
l'authenticité. Alors que, puis moi, bon, Chartrand, on peut aimer ou non, mais il était dans l'authenticité. Falardeau était dans l'authenticité. GND, quand il nous parle de son hot dog relish moutarde, est bien estimé. Moi, j'aime ça l'estimer plutôt que le griller. Mais quand il parle comme ça, c'est pas dans l'authenticité. C'est un théâtre qu'il se donne et c'est là que là-dessus, on ne devient pas Michel Chartrand qui veut. C'est pas aussi facile que ça. Et dans ces moments-là, il ressemble plus à Camille Sanson qu'à Michel Chartrand. Oui, exactement. Mais ça faut dire, c'est de très très juste de ce point de vue-là. C'est le créneau populiste de gauche, populiste de droite. Ce populisme-là repose sur une sorte de préjugé négatif à l'endroit du peuple. C'est-à-dire qu'on va pas rejoindre le peuple par nos idées, on va pas le rejoindre par notre programme, on va le rejoindre en faisant peuple. Mais le problème, c'est que le peuple ne s'attend pas à ce que les élites fassent peuple. Le peuple s'attend à ce que les élites soient des élites. Puis par ailleurs, le peuple est moins caricatural que ce que l'imagine GND et c'est hot dog estimé. Tout à fait. Et écoute, une parenthèse en terminant. La soirée est encore jeune, cette émission de gauche, bon chic, bon genre, bien pensante de Radio-Canada. Alors, les 3 SMAT qui animent ça reçoivent Pascal Bérubé. Et là, Jean-Philippe Vautier lève le nez sur Pascal Bérubé en disant « Le PQ, vous faites rien que 13%, mais vous êtes mort, puis tout ça. » Et là, Pascal Bérubé répond « Est-ce que vous diriez ça de Québec solidaire? Parce que leur score est pas tellement meilleur que le nôtre. C'est drôle, hein? Vous nous attaquez, mais vous attaquez pas votre gang Québec solidaire et que c'était bien envoyé. Oh! Oui, absolument. Dans les dents. Faut dire ça, moi, appelons ça le militantisme publiquement subventionné nommé télévision et radio d'État. Bon, on s'y fait, on est au courant qu'une partie des impôts servent une idéologie en particulier. C'est comme ça, c'est la vie, je devine, c'est comme le mauvais temps, c'est inévitable. Est-ce que toi, t'es déjà invité? Est-ce que t'es déjà allé à la soirée T'es encore jeune? Oui, c'est déjà arrivé. J'avais été traité cordialement par Vautier, ça c'était correctement passé. Mais bon, cela dit, j'ai pas l'impression quand je vais là que je vais en territoire ami. Mais cela dit, c'était comporté correctement. Il y a plus longtemps, il y a très longtemps, j'avais été invité, je me rappelle, avec François Legault, de mémoire. Mais cela dit, c'est pas une émission où naturellement je fais partie de la liste des chouchous. Je ne m'en désole pas, ce ne sont pas non plus les miens. Merci beaucoup, merci. Puis bon hot dog estimé, Mathieu, en sortant. Ça parle demain. Bye. Salut. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, les Français aiment beaucoup les expressions anglaises, hein, le parking, le pressing, les éditions collector, etc. Alors tu leur apprendras une expression anglaise, le shitstorm, la tempête de marde qui va s'abattre sur le Québec, qui a commencé à s'abattre sur le Québec d'ailleurs suite à cette histoire d'enseignante voilée. Oui, alors il faut quand même nommer les choses. Moi, j'apprendrai une autre formule mais qui est bien française là-dessus au Québécois, on appelle ça un coup monté. C'est-à-dire là, on est devant une provocation grossière de la part à la fois de l'enseignant, tout ça. Ils savent exactement ce qu'ils font en la plaçant au premier rang. Ils voulaient créer une situation où les autorités, selon une circonstance, devaient dire, je suis désolé, vous pouvez pas travailler pour nous, parce que c'est pas selon la règle. C'est une volonté explicite de provoquer une tempête pour provoquer une controverse, pour chercher à disqualifier la loi 21 de manière ciblée. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont et j'espère que les Québécois, globalement, ne se laisseront pas entraîner dans ce traquenard gênant. J'espère par ailleurs qu'on sera capable de voir, par exemple, que Dominique Anglade, sur cette question-là, en français dit une chose, en anglais en dit une autre. C'est un révélateur exceptionnel de la situation politique trouble dans laquelle nous plonge l'obsession de certains à pas respecter les lois adoptées démocratiquement par l'Assemblée nationale. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Zéro mauvaise conscience là-dessus. C'est un traquenard, c'est un coup monté. C'est une provocation. C'est ainsi qu'on va présenter les choses. Nul n'est censé ignorer la loi. On connaît ça. Et elle le savait, cette femme-là. Elle connaissait la loi 21. Puis elle a décidé quand même de garder son voile. C'est une provocation. Je suis désolé. C'est une provocation qui est faite... Alors, c'est assez particulier parce que l'objectif, on le voit parfaitement. C'est de chercher à présenter la loi 21 comme injuste. C'est de victimiser une provocatrice. C'est de victimiser une personne qui, dans les faits, a comme objectif de torpiller de manière grossière la loi 21, c'est de faire se lever un vent d'indignation au Canada anglais, c'est de placer en difficulté le gouvernement québécois. Alors là, la question est de savoir si le gouvernement québécois va se laisser intimider. Va-t-il se laisser intimider ou va-t-il tenir tête dans les circonstances?
et ça, je pense que c'est un vrai test pour François Legault. Est-ce qu'il est capable non seulement de défendre la loi 21, c'est l'essentiel, mais plus encore est-il capable de nommer le coup monté, de nommer la manœuvre, de nommer la provoque en disant on ne se laissera pas bluffer par ce petit coup de com un peu gênant. Écoute, c'est bizarre. Tu parlais de Dominique Anglade, qui, à son point de presse, lorsqu'on lui demande en français ce qu'elle pense de ça, elle dit, j'ai pas tous les détails, j'ai rien à dire. Quand on lui demande la même question en anglais, parce que c'était la même question, quoi qu'en pensait Thomas Mulcair un peu plus tôt, qui me disait que c'était pas la même question, c'est la même question, et qu'elle répondait, soudainement, elle avait une opinion. C'est assez particulier. C'est pas particulier, c'est la nature de ce pays. C'est la nature de ce pays, c'est-à-dire que nous ne sommes pas le même peuple, il faut le rappeler. Les attentes symboliques, culturelles, identitaires des Québécois sont pas les mêmes que celles des Canadiens anglais. Donc, les critères de respectabilité, les critères d'acceptation sociale, les critères d'identité collective ne sont pas les mêmes. Dès lors, quand on parle aux Québécois sur ces questions-là, ils voient les choses différemment des Canadiens anglais. Et Dominique Anglade est dans un parti qui s'appelle le Parti libéral, mais qui est dans les faits aujourd'hui un parti égalité revampé. C'est fondamentalement le Parti libéral sans ses assises dans les communautés issues de l'immigration et chez les anglophones. C'est un parti à 9% chez les francophones. C'est un parti en situation gênante, honteuse. Il n'y a pas un libéral qui peut espérer se faire élire dans un comté francophone au Québec aujourd'hui de manière raisonnable, sauf sur un malentendu, comme diraient les bronzés. Bon, alors les bronzés font du ski pour ceux qui comprendraient mal la référence. C'est une référence. Bon, alors une fois, donc sur un malentendu, ils peuvent en faire passer un. Mais globalement, c'est pas au programme. Donc, le Parti libéral est prisonnier de sa base. Mais pour se faire élire, pour encore quelques élections, il doit être capable au moins de flirter minimalement avec les francophones. Jusqu'où Mme Anglade est-elle prête à aller pour parler aux francophones? Sa position maximale consiste à dire « Ah, je connais pas vraiment le dossier, je suis pas familière avec ça, je sais pas exactement ce que c'est, donc j'en parlerai pas. » Et lorsqu'elle parle en anglais, elle nous dit « Ah là là, c'est scandaleux, c'est terrifiant, gna gna gna, on trouve ça, on est contre depuis le début. » Eh ben là, à un moment donné, il faut quand même parler franchement. Et Thomas Mulcair, qui est un homme intelligent, sans le moindre doute, a des positions en la matière absolument tranchées. Ce sont des positions où il condamne pour islamophobie, pour racisme systémique, les lois québécoises en la matière. Thomas Mulcair est un homme fort sympathique, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais politiquement, disons qu'on c'est autant un nationaliste québécois que je suis une danseuse moldave. Donc, quand on voit les choses ainsi, on ne se laisse pas intimider, on ne tremble pas, et puis on accepte que comme Québécois en Amérique, si on accepte de vivre fondamentalement notre différence vitale, notre différence comme peuple, notre existence nationale, on se contrefiche des insultes qui viendront, et puis on décide d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Mais Mathieu, là, il va y avoir on le sait, là, il va y avoir une guerre d'images qui va jouer beaucoup sur l'émotion. Et là, on va perdre, là, parce que là, on commence à sortir les enfants qui pleurent, là, puis qui ont fait des dessins pour leur enseignante, puis on t'aime beaucoup, puis là, tu peux plus nous enseigner à cause du méchant gouvernement, puis tout ça. Cette guerre-là, on est en train de la perdre, cette guerre d'images-là, là. On est en train de la perdre à Toronto, on la perd à Vancouver, on la perd à Moujga, on la perd à Medicine Hat, on la perd à Yellowknife, puis on la perd à Whitehorse. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on la perd à Montréal, à Blainville, à Bois-des-Filions, à Lorraine, à Trois-Rivières, à Québec, à Rivière-du-Loup, à Gaspé, à Matane? Non, on la perd pas dans ces endroits-là. Donc, il faut simplement se dire que, comme Québécois, depuis toujours et jusqu'à la fin des temps, tout le moins des temps qui nous sont prêtés sur cette terre, l'existence même des Québécois n'est tolérée que si nous vivons comme une minorité folklorique qui dérange personne et surtout pas elle-même. Le jour où on décide d'exister comme peuple, ça c'est la loi 101, ça c'est la loi 21, puis demain ce sera l'indépendance du Québec. On va se faire traiter comme dans l'esprit des années 90, on va être les Serbes d'Amérique du Nord. Bon, la seule chose à faire, faut pas espérer de se faire aimer là-dedans. On sera jamais accepté pour nous-mêmes en Amérique du Nord tant qu'on sera pas un État indépendant. C'est quand on va être indépendant qu'on va être accepté, parce qu'en politique internationale, ce qu'on respecte, c'est la force, ce qu'on respecte, c'est l'état de fait, ce ne sont pas les revendications sous le signe des lamentations. Jusque-là, ce qu'on doit faire, c'est simplement se dire nous existons pour nous-mêmes et sans quêter la légitimité auprès d'autres. On ne demande pas d'être aimé, puis il faut reprendre cette formule de ce philosophe exceptionnel qui était Willy Lamotte. Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à et je reviens sur les propos de Thomas, parce qu'au début de l'émission, on s'est pogné, lui et moi, assez solide sur la loi 21. Et il dit, nous sommes le seul État en Amérique à avoir une loi comme ça. Et je dis, et alors?
Et alors, c'est pas parce qu'on est tout seul que c'est nécessairement mauvais. Et alors... Il faut rappeler à Thomas Mulcair que, premièrement, on est le seul État en Amérique à parler français. On est le seul peuple qui, avec une culture de cette nature en Amérique du Nord, avec notre rapport à la laïcité. Thomas Mulcair considère que, finalement, que notre différence vitale est un scandale à l'échelle des normes sociales nord-américaines. Bon. On est aussi les seuls à croire à la social-démocratie. On est aussi les seuls à avoir un certain sens du collectif. C'est pas grave. J'accepte en dernière instance qu'on me voit mal au Minnesota. J'accepte s'ils savent qu'on existe. J'accepte qu'à Moose-Jaw, ils disent que les Québécois sont pas gentils. C'est possible. Je l'accepte. Puis je pense que les Québécois, globalement, l'acceptent. Et M. Legault, là-dessus, ne doit pas se tromper. Nous ne tirons pas notre légitimité de la complaisance ou de l'acceptation de notre existence par le Canada anglais. OK? Donc, que Thomas Mulcair soit en désaccord avec ça ensuite, c'est pas surprenant. Mais que Thomas Mulcair soit en désaccord avec les Québécois dans leur ensemble depuis longtemps, depuis son combat à Alliance Québec jusqu'à Alliance Québec, jusqu'à aujourd'hui, c'est autre chose. Alors moi, j'ai tout mon respect, Thomas. Il assume ses convictions, mais qu'il nous permette d'assumer les nôtres. J'ai lu dans un journal que j'aime bien, ce matin, on parlait de cette femme-là et on disait elle est victime de la loi 21. Non, mais elle n'est pas victime. Voyons. Pas victime, c'est la provocation. C'est une provocation consciente et délibérée. Donc, elle n'est pas victime. Ensuite, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots. Il faut faire attention de ne pas reprendre de vocabulaire qu'on cherche à nous imposer des adversaires de la loi 21. Bon, c'est pas la fin du monde. Je dirais, quelquefois, des termes comme ça se glissent. Que ce soit des maladresses où on pense que le terme est objectif. Alors, c'est pas très grave. Mais sur le fond des choses, nous devons clarifier nos idées. Puis on doit se rappeler une chose, la légitimité des décisions québécoises ne dépendra plus jamais, pour paraphraser Jean Duceppe, de ce qu'on va se dire à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs, mais par les Québécois et les Québécoises. C'est tout simplement ça. Et moi, les choses, c'est vraiment ce principe-là. Nous ne dépendons de personne d'autre que de nous-mêmes. Et là, Mathieu, ces deux visions, on le sait, totalement incompatibles et irréconciliables. Le multiculturalisme canadien-anglais et je sais pas comment l'appeler là, mais ici l'interculturalisme ou en tout cas un État-nation québécois, c'est le signe de la convergence culturelle et de la laïcité. Il y a aucun compromis possible entre ces deux visions-là. C'est vraiment un clash de valeurs fondamentales. Et j'ai hâte de voir comment ça va aboutir. Ben moi, il y a un mot qui se prononce facilement. On peut le répéter ensemble. Indépendance. Oui. L'indépendance du Québec est la condition d'une existence où on ne devra pas se justifier toujours auprès des autres de nos décisions collectives. Et je pense que, moi, je le crois depuis le début, dès qu'on s'est engagé sur le terrain de la laïcité, on s'engageait sur la question du choc constitutionnel avec le Canada. Nous engageant sur ce terrain, tôt ou tard se posera de nouveau la question de notre indépendance nationale. Et je crois que les Québécois feront ce choix. Ça va être dans quelques années. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 15 non plus. Donc on doit s'y préparer, le choc viendra, et ce sera un choc heureux parce qu'il va permettre de clarifier notre situation collective. En tout cas, c'est un débat. Écoute, on pensait que c'était terminé. On l'avait mis sous le tapis, hein. On l'avait mis sous le tapis, mais c'était un éléphant dans la pièce. Moi, j'étais convaincu qu'on allait y revenir parce que la décision québécoise dépendait de l'acceptation du régime canadien. Moi, c'est depuis le début que je suis convaincu de ça. Et de ce point de vue, je pense qu'on arrive de plus en plus près des échéances. Et toi, tu t'espères que le premier ministre va se tenir debout. Moi, j'espère que les Québécois aussi vont se tenir debout parce que j'ai peur que les Québécois, tu sais, on n'aime pas ça passer pour des méchants. On aime ça se présenter comme des gentils. Puis que là, devant ce flot de critiques, j'ai peur qu'on se dise « Ah, mais c'est vrai, peut-être on va trop loin. » Non, moi, je pense que j'ai plus confiance dans les Québécois que ça. Sur ce coup-là, les Québécois, c'est pas des radicaux. Mais quand ils ont l'impression d'avoir pris une décision modérée, juste et raisonnable, puis on leur dit non, même là, t'es un extrémiste, t'as pas le droit, je pense que les Québécois, on hésite toujours entre deux proverbes. Hein. Y a toujours bien des limites, il y a moyen de moyenner. Là, je pense il y a toujours bien des limites. Et un peu plus tôt, Jean-François Lisée rappelait que la Commission européenne des droits de la personne avait donné son aval à des lois sur la laïcité qui sont beaucoup plus sévères en France, en disant il n'y a pas de problème, ces lois-là ne contreviennent pas aux droits et libertés. Mais évidemment. Puis surtout, en dernière instance, la Commission européenne décide ce qu'elle veut. Moi, je suis pas un européiste fervent, mais je sais que la France se le permet. D'autres pays se le permettent. Et ce pays qui est le Québec a le droit de d'édicter ses normes de vie collective.
C'est-à-dire, c'est comme ça. Et puis, ceux qui, à travers le monde, viennent au Québec pour embrasser notre culture, rejoindre notre société, mais rejoignent pas un territoire sans identité, sans âme, sans culture. Ils rejoignent un pays qui existe déjà. Et en ce pays, au Québec, on vit comme les Québécois. Et au Québec, on accepte les règles collectives. Et puis, c'est ainsi qu'on va tous vivre ensemble sous le signe de l'harmonie. Indépendance. Voilà. Exactement. C'est voilà. le plus beau des mots. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ton émission demain à CNews. Qui tu vas recevoir? Je reçois l'historien Thierry Volton, qui a écrit un très beau livre sur penser le communisme, donc il revient, parce que ça va être là les 30 ans de la chute de l'Union soviétique dans quelques jours. Donc une réflexion sur à la fois ce qu'a été le communisme et son héritage et ses traces dans le monde d'aujourd'hui. Oui, je pense que c'est lui qui est derrière le livre noir du communisme, hein, je crois. Non, ça c'était Stéphane Courtois. Okay. Lui, il est derrière un livre, mais t'es pas loin de ça. Il a écrit un livre exceptionnel en 3 tomes. Oui, L'histoire mondiale du communisme, un livre immense, remarquable, d'une qualité remarquable. Là, il vient de publier Penser le communisme. Franchement, c'est un véritable spécialiste de la question et un très bon communicateur. Je suis heureux de le recevoir. C'est très bien parce que on souligne souvent, bien sûr, les crimes qui ont été causés par le fascisme, mais on passe sous silence les crimes ignobles causés par le communisme et ça va être bien de les rappeler. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Bye bye.